Pour l'intelligence artificielle, donc, c'est beaucoup plus une définition, comme il a été défini de façon générale, la définition de l'intelligence artificielle de façon générale, comment il est défini par des scientifiques, des hommes de domaine, des mathématiciens et des autres, comment il est défini aussi par des hommes d'affaires. Parce que l'intelligence artificielle, c'est remarqué depuis 2000, je me dis des hommes d'affaires. C'est pour ça, d'ailleurs, presque populaire, ça commence de plus en plus. Avant, il était beaucoup plus dans la recherche, les universités, un peu dans l'industrie, beaucoup plus dans l'industrie militaire et la robotique. Mais maintenant, ça commence à entrer dans la vie privée des gens et dans notre vie courante. Donc on va voir aussi son historique, son histoire, comment ça a été abouti. Ça monte très loin. L'intelligence artificielle, il y a beaucoup qui pensent que c'est récent, mais ce n'est pas récent, ça monte très loin. Les potentialités, qu'est-ce qu'on peut faire avec les utilisations et les défis. Les défis, c'est la réglementation, l'éthique, parce pour que ça ne dérive pas. Il y a beaucoup de pays qui bougent. Pour le moment, la technologie avance beaucoup plus par rapport à la loi. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'établir des lois, des chartes, etc. en attendant que la justice prenne place. On va voir donc quelques définitions, les dangers, les enjeux et les inquiétudes. Qu'est-ce qu'il peut faire provoquer comme danger, des enjeux. Et il y a beaucoup qui s'inquiètent par rapport à ça aussi. Les séquences historiques, les pays qui sont les plus avancés dans la recherche et l'utilisation et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec, côté caractéristiques, les catégories, les disciplines, les différents types. Il y a une nuance, beaucoup qui pensent que la catégorie c'est comme le type, c'est comme la discipline, non. Il y a des petites nuances. Les sources d'alimentation, comment il est alimenté l'intelligence artificielle, avec quoi on l'alimente, qu'est-ce qu'il utilise, les quelques domaines et les sous-domaines d'utilisation, là où on l'utilise. Il y en a beaucoup, presque tous les domaines de la vie, mais on va voir quelques réductions. Les potentialités et les défis. Les défis qu'on a, c'est les lois, comment la réglementer, comment l'encadrer. Donc il fait pour les définitions. Dans Siagina, c'est des définitions générales et scientifiques. De l'autre côté, c'est des définitions des hommes d'affaires, ceux qui sont déjà de dans ce. Pour la définition générale, généralement, il y a plusieurs définitions, mais la façon générale, une synthèse, c'est une technologie qui utilise un ensemble d'algorithmes. Les algorithmes, c'est de l'informatique, c'est des programmes, des théories, comme par exemple, là, je passe la théorie des graphes, la théorie des ensembles, beaucoup de choses qu'on utilise, des théories, des mathématiques particulièrement, de méthodes, donc des méthodes un peu de tout, de mathématiques, de statistiques, de recherche opérationnelle, de méthodes de programmation, beaucoup de tout ce qui concerne les méthodes en général, des techniques, des sciences, donc la logique mathématique, les statistiques, les probabilités, l'informatique, les neurosciences. Donc maintenant, parce qu'ils veulent vraiment s'approcher beaucoup plus de la pensée humaine, de façon cognitive. Donc il y a beaucoup de neurosciences et de psychologie qui commencent à entrer dedans pour rendre la machine vraiment qu'il agisse comme un humain. Pour permettre à une machine de simuler l'intelligence et d'imiter par automatisation des capacités cognitives de l'être humain. Ça, c'est la définition littéraire. Les scientifiques, ils le définissent comme un domaine de l'informatique. Pour les scientifiques, c'est un domaine de l'informatique qui n'est pas ailleurs. Alors que les hommes d'affaires, maintenant les autres, ça commence à sortir dehors. C'est un domaine de l'informatique orienté pour le développement de systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement de l'intelligence humaine. Donc des tâches que l'humain fait, ils veulent mettre des machines. Quand des machines, c'est pas juste des robots. Donc c'est pas de l'ordinateur, maintenant avec des smartphones, avec tout objet, ils veulent le mettre intelligent. Donc, ils jouent un petit peu la définition ici. Ils utilisent des algorithmes, des modèles, des données. Donc, ils s'articulent beaucoup plus sur les données parce que la théorie de l'apprentissage, c'est dérivé des statistiques, de la théorie des statistiques, de l'analyse de données. Donc, de plus en plus, ils utilisent des données. Et les données, de plus en plus, ça devient une richesse. C'est de l'argent. Bientôt, ça va peut-être dépasser même le pétrole et autre chose. D'ailleurs, maintenant, sur tous les sites web, quand vous branchez sur n'importe quel site, même un journal, vous demande des cookies, d'installer des cookies, etc. Pourquoi ce qu'il faut? C'est pour récupérer vos données et les basculer de l'autre côté pour faire de l'apprentissage automatique. Après, il cible l'orientation économique et commerciale et autre chose. Donc, des données pour simuler certaines capacités cognitives humaines visant à améliorer les performances et l'efficacité des machines et pour les exécuter des diverses tâches, soit physiques ou bien intellectuelles. Avant, l'intelligence artificielle a commencé beaucoup plus par des tâches physiques, de l'automatisation, parce que comme il y a une intelligence, mais on ne l'appelle pas comme ça avant,
Et maintenant, ça entre aussi dans les tâches intellectuelles. Sur les moteurs ChatGPT, il y a beaucoup d'utilitaires et d'outils comme l'intelligence artificielle qui font de la traduction, des corrections de texte. Et ils peuvent vous écrire un roman, tout ce que vous voulez. Pour les hommes d'affaires, si on prend Bill Gates, pour lui, c'est l'avancée technologique la plus importante, l'intelligence artificielle. Donc, par rapport à tous les autres, lui, il prédit aussi que c'est la technologie la plus avancée depuis les Disney. C'est une avancée technologique majeure et potentiellement transformative. Donc, il va transformer beaucoup de choses, même dans notre vie courante. Pour le patron de Google, c'est une technologie puissante ayant des grandes potentialités, transformer divers secteurs tels que la santé, l'éducation et les transports. Même dans la stratégie de Google, il s'articule beaucoup plus sur ces domaines d'affaires, la santé, l'éducation et les transports et autres choses. Mais beaucoup ils commencent à travailler sur ça. Il y a des choses qu'ils ne disent pas pour le moment, mais derrière, ils ont beaucoup de chercheurs et ils ont des accords avec beaucoup d'universités et des centres de recherche par rapport à ça. Pour Elon Musk, c'est lui qui a vraiment boosté de l'intelligence artificielle dans le secteur privé avec son projet OpenAI, intelligence artificielle, du ChatGPT. C'est une technologie très puissante, mais potentiellement dangereuse. C'est parmi les premiers qui disent que ça peut créer des problèmes à l'avenir. Donc c'est dans les défis qu'on va voir plus tard. Cette technologie risque de devenir incontrôlable. C'est-à-dire si on ne fait pas des règles et de l'encadrer, ça peut devenir incontrôlable. Ça va aboutir à des choses indigérables ou bien même à la destruction de l'humain. Donc, par rapport à ça, donc on sort avec des dangers, des enjeux, des inquiétudes. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'optimisme, d'espoir pour ça va améliorer la vie humaine, ça va aboutir à beaucoup de bonnes choses. Mais de l'autre côté, il y a des inquiétudes, il y a des dangers, il y a des gens qui s'inquiètent par rapport à ça. Par rapport à l'optimisme, des optimistes, je ne sais pas ce que vous l'avez vu, il y a à peu près 2-3 mois que ça, il y a le patron de Google et Bill Gates qui prédisent que d'ici maximum 5 ans, la semaine de travail, ça va être réduite à 3 jours. Au lieu de 5, ça va devenir 3 parce que tout ça va être fait par l'intelligence artificielle. Et même dans les 3 jours par semaine, l'humain, il est beaucoup plus en mode contrôle et des tâches structurées que de certaines tâches de réflexion que d'autres choses. Donc, pour les inquiétudes, d'abord, c'est l'utilisation militaire. Donc, il y a beaucoup de pays, qui vont pour des domaines militaires avec des drones et autre chose. Donc, déjà, ça commence, ça fait longtemps et maintenant, c'est devenu accessible à tout le monde et même des petits pays commencent à l'utiliser. Avant, c'était beaucoup plus de puissance, mais même des petits pays. Le deuxième point, c'est le pouvoir politique et gouvernance. C'est encore plus dangereux. Dernièrement, il y a beaucoup de pays de dictature aussi qui essaient d'utiliser l'intelligence artificielle, pas pour le bien-être de l'humain, mais beaucoup plus pour contrôler les sociétés, plus qu'avant, et imposer vraiment leur dictature. Donc à ce niveau-là, donc, le contrôle total de la société. Donc, ils veulent quoi avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils cherchent même au niveau des téléphones, des ordinateurs, tout ce qu'on a à la maison, et ils veulent accéder dedans, ils contrôlent tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils entendent sur tous les plans. La manipulation, donc l'utiliser par la manipulation des masses et des abus de pouvoir, donc d'instaurer vraiment une dictature, la fraude, la désinformation. Donc l'information qui est comme ça, on la désinforme. Je sais parce qu'on entend parler dans les réseaux sociaux dernièrement qu'ils commencent à l'utiliser pour la désinformation. Donc ils clonent la voix de quelqu'un et ils le mettent avec son image, avec tout, comme celui qui parle, comme celui qui communique, alors tout est fou, juste pour salir les gens qui sont contre eux. De l'autre côté, c'est de cloner la voix et l'image de ceux qui les supportent, qui les soutiennent, pour avoir plus de pouvoir aussi, plus de puissance. Donc des communautés des masses pour le renforcement des dictatures, bien sûr, comme la Corée du Nord par exemple, ils ont aussi beaucoup de projets de recherche, d'après des lectures que je fais des publications dans ce sens, pour renforcer beaucoup plus leur dictature et discipliner le peuple plus que maintenant. La vie et la société civile, donc la violation des droits humains.
La violation des propriétés et de l'éthique. La propriété, par exemple, quelqu'un qui est utilisation des travaux qui ont été faits par d'autres, avec l'intelligence artificielle, il va le prendre et il va le produire. Par exemple, un simple exemple, il écrit un livre, il va s'appuyer sur des écrits des autres, il va les mettre dans un seul, il va former un livre, alors qu'il ne fait aucune référence par rapport à là où il a fait des extraits, et il va vendre ça. Dans l'éthique, les droits de l'auteur et autre chose. Des atteintes à la vie privée aussi. La vie privée, c'est-à-dire les cookies, par exemple, c'est très dangereux. Et moi, je vous recommande de ne pas cliquer à chaque fois. D'accord, je vais installer les cookies si vous voyez que le site n'est pas vraiment crédible et que vous avez beaucoup de confiance avec lui, parce qu'il y a beaucoup qui rentrent dedans. Vous cliquez installer des cookies, c'est des petits programmes, c'est des mouchards, ils s'installent sur votre machine et toutes les données, tout ce que vous visitez sur le site web, sur les réseaux sociaux, ce que vous écrivez, tout ça, il peut le balancer. Et il les vend. Il y a des compagnies qui vendent justement des données. Et maintenant, les données, ça se vend, comme ça se vend le pétrole et le gaz et d'autres marchandises. Bien sûr, le bouleversement social qui vient policier comme c'est décollé ici, donc contre la société, donc manipulation des sociétés, les perturbations des transports. De plus en plus, il y a des transports intelligents, donc tout est contrôlé par des GPS et des intelligences, comme les autobus et des voitures qui fonctionnent toutes seules, ils sont un certain autopilote. Donc, si quelqu'un prend contrôle de ça, il peut détruire tout. Donc, plus ça on avance, plus ça crée des risques. Oui, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de l'optimisation. Mais de l'autre côté, il y a aussi des risques. Donc, ils peuvent même bloquer des transports, soit ferroviaires ou bien routiers, bateaux, aériens et autres. Il y a beaucoup de films qui reflètent ça. Pour l'industrie et l'économie, donc le piratage et l'espionnage industriel. Avant, c'est des espions qui vont entrer dans une usine, par exemple, ils travaillent, ils fuitent l'information, des données. Mais maintenant, c'est juste s'ils ont accès à des systèmes informatiques, à des histoires de cookies, comme je viens de le dire, ou bien des programmes, même des solutions informatiques qu'ils utilisent, ils peuvent prendre des informations et les envoyer là où ils veulent. Sur ça, il y a beaucoup de choses aussi. Il faut se poser des questions. Je ne les critique pas tout de suite, mais il faut toujours qu'on soit vraiment très vigilant. OneDrive, ceux qui utilisent OneDrive ou bien Google Box, Google Drive, il y a beaucoup de sites de stockage. Là, on peut déposer nos documents, nos informations, tout, on peut le mettre dedans, dans le sens de dire, je ne vais pas les perdre, j'économise mon espace, et en même temps, même si je perds mon ordinateur, je les ai quelque part ailleurs. Il faut faire attention de l'information que vous allez mettre dedans, et des documents que vous allez mettre dedans. L'environnement, le risque de catastrophe planétaire, donc, qui découle un peu de tout ça, et le contrôle inapproprié et le piratage des systèmes. Donc le piratage des systèmes, vous savez bien, la cyberattaque et tout, déjà ça commence, ça fait des années déjà. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc comme il y a beaucoup, donc il y a autres. Ça c'est juste des grands axes qui sont apportés à la portée de tout le monde, pour les comprendre, des choses qui sont réelles, qu'on les voit déjà. Donc ça, c'est d'une façon générale sur la vie normale et notre vie courante. Ici, c'est selon certains hommes d'affaires, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est eux qui ont vraiment boosté l'intelligence artificielle pour que ça sorte, ça devient plus populaire qu'avant. Bill Gates, il demande, il faut vraiment faire une réglementation et la gestion responsable, c'est-à-dire c'est l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, sinon ça peut aboutir à d'autres choses. Donc lui, il souligne l'importance de réglementer et de gérer l'intelligence artificielle de manière éthique pour éviter des conséquences négatives et assurer un développement responsable et de cette technologie dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Le patron de Google a peu près la même chose. Donc, lui, il dit qu'il faut avoir un cadre mondial. C'est-à-dire c'est comme sur le tribunal international, mais beaucoup spécifique qui réglemente l'intelligence artificielle. Il demande vraiment une gouvernance mondiale par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, un cadre mondial de réglementation. Il souligne l'importance de réguler l'intelligence artificielle de manière responsable. Donc chacun est responsable de ses actes. Quelqu'un qui fait de l'espionnage, par exemple, c'est pas parce que quand les lois sont pas claires, ils peuvent dire non, c'est pas lui, c'est le logiciel qui a dérivé ou bien il y a une faille, autre chose. Mais celui qui a acheté ou bien propriétaire du logiciel ou bien de la machine ou bien du système, c'est lui qui est responsable. Donc il faut avoir des lois par rapport à ça. Mais comme je viens de dire, l'intelligence artificielle avance beaucoup plus par rapport à la justice, donc ils sont en train de voir comment faire de la réglementation. Après la justice, il va s'inspirer de ces règles et de cette réglementation
d'interprétation. Par exemple, juste ici à Montréal, par exemple, il y a ce qu'on appelle la déclaration de Montréal. Ça sortait déjà depuis quelques années. Donc quelque chose, ça se chaque par rapport à l'intelligence artificielle pour la réglementer au niveau du Québec. Et il y a beaucoup de groupes de travail dans beaucoup de pays. Et il y a 3 semaines, ça, le gouvernement américain aussi, il veut mettre en place une structure qui va réglementer tout ça, qui va surveiller tout ça aussi, parce qu'ils ont peur que ça va dériver à autre chose. Donc, il appelle un cadre de réglementation mondiale sur l'éthique, son développement, son utilisation, les domaines d'utilisation, etc. Elon Musk, à peu près, est dans la même direction que le patron de Google. Il demande aussi une bonne gouvernance, une surveillance par rapport à tout ce qui se fait, là où il se fait, dans les secteurs qui se fait. Donc lui, il soulève la nécessité de développer une IA de manière éthique et responsable, donc toujours de façon responsable. Il suggère la surveillance et la gouvernance. Donc chaque pays il doit avoir une gouvernance de l'IA et d'avoir une gouvernance mondiale aussi, c'est le cas, dans le meilleur cas. Donc, Wagina, c'est par rapport à sa définition, les risques, mais voilà, son histoire, les séquences de son histoire. L'intelligence artificielle, ça ne date pas des années 2000 ou bien des années 90, ça monte très loin. Ça monte déjà en 1943, c'est avec les réseaux neuronaux aussi, c'est des algorithmes mathématiques qui ont été développés par McLeod pour simuler les réseaux de neurones ou bien le cerveau humain avec des réseaux de neurones, c'est des mathématiques, des algorithmes qu'ils ont développés derrière. C'est la première idée qui a sorti, ils ont commencé à réfléchir à ça. En 1950, il y a Turing. Je ne sais pas ce que c'est un Turing, c'est un mathématicien anglais. Avec sa machine de Turing, ils sont en test de Turing. La machine Turing, c'est une machine programmable. C'est pas comme les machines à Ventura, c'est avec des étoiles et autre chose. C'est des programmes qu'il écrit sur sa machine. Et il y a aussi, il a fait ce qu'on appelle le test de Turing, Alan Turing. Son test, c'est, il a supposé de mettre derrière le mur, par exemple sur le Havagina, une machine et un être humain. Et de l'autre côté, un être humain. Et l'être humain de l'autre côté, il pose des questions à l'autre côté et qu'il l'entend. Il lui répond. Les deux répondent. Chacun à sa façon, chacun à son tour. Et si l'être humain qui est de l'autre côté, qui pose des questions, qui interagit, s'il n'arrive pas à détecter qui est l'homme et qui est la machine, donc c'est vraiment les tests d'intelligence artificielle sont réussis. C'est-à-dire la machine peut devenir intelligente. Ça, c'est des théories qu'il a développées, c'est des tests qu'il a pensés. Et c'est là où ça a déclenché aussi. En 1956, l'intelligence artificielle, c'est une discipline académique. Tu vois, à l'université, comme on forme des mathématiciens, des physiciens, des diplômes en mathématiques, en informatique, en médecine, autre chose. Ils forment des spécialités de l'intelligence artificielle. C'est Mark Carty, dans une conférence à l'université Dartmouth à Boston, aux États-Unis. De 1956 à 1974, c'est l'âge d'or de l'intelligence artificielle au niveau beaucoup plus académique, universitaire et recherche. Donc il y a beaucoup de financement, des gouvernements qui donnent de l'argent et ils sont à de recherche, ça se boutique. Beaucoup d'informaticiens qui se convertissent pour faire de l'intelligence artificielle, qui est devenue une branche de l'informatique, des mathématiciens qui travaillent avec eux, et des statisticiens, mais c'est beaucoup plus, bien sûr, au niveau de la recherche académique et universitaire. 75 à 79, donc c'est une hibernation, il y a un ralentissement et il y a moins. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de financement, les gens commencent à ralentir, les gouvernements commencent à voir que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? C'est à cause de certains philosophes, des philosophes qui attaquent ça, qui attaquent les mathématiciens, les informaticiens pour leur dire que c'est impossible, vous ne pouvez pas rendre les machines intelligentes. Donc ils ont soumis le doute. Après, il y a coupure de budget et de financement par rapport à ça. Donc ça a ralenti un petit peu. Ça n'a pas arrêté, mais ça a ralenti. Il a repris les années 70, 80 88, avec les systèmes experts surtout. Les systèmes experts comme MI6, c'est un système expert français qui a été développé à l'époque en médecine. Il y a beaucoup de systèmes experts. Les systèmes experts, c'est de l'intelligence artificielle, mais dans un sens de l'expertise. C'est-à-dire, on prend les connaissances d'un être humain dans son domaine d'expertise, on fait une base de connaissances
Après, on développe une base de règles, des règles qui manipulent les connaissances innées, les connaissances comme des données. Et après, il y a de l'interaction. Par exemple, en médecine, pour diagnostiquer une maladie, on pose des questions, des réponses. Il vérifie sur la base de connaissances comment il est pour dire est-ce que c'est une maladie X ou Y ou autre chose, comment son traitement ça va venir, etc. Ça, juste dans le cas de la médecine, il y a beaucoup de systèmes experts dans l'environnement et autre chose. Donc, c'est la création beaucoup plus des bases de connaissances et des moteurs d'inférence. Les moteurs d'inférence, c'est des moteurs qui gèrent ces règles. Donc, il y a la base de connaissances, c'est des données qui sont structurées. Après, dans un domaine bien précis, il y a la base des règles. C'est comme des règles d'affaires, des règles, ou bien c'est comme des petites lois, si vous voulez. Si on a ça, on va aboutir à ça. Si on n'a pas ça, on va faire ça, etc. Et le moteur, c'est le moteur de recherche, c'est des algorithmes, c'est des programmes qui manipulent les deux. Et à partir de 2000, fin 90 et 2000, donc c'est une grande reprise à cause des grands intérêts des hommes d'affaires. Je me dis les hommes d'affaires pour la rendre, c'est un domaine d'affaires. Non seulement c'est une technologie qu'on utilise pour de la recherche ou autre chose, c'est un domaine d'affaires. Ils vont, c'est une marchandise, ils vont créer des systèmes qui vont vendre. Je me dis dans Elon Musk, Bill Gates, Facebook, il y en a plusieurs. Donc ils ont de l'argent, c'est des milliardaires. Donc ils l'ont vraiment boosté et c'est pour ça que tout le monde dit pas de l'intelligence artificielle, alors que ça a commencé, ça fait très longtemps déjà. Tout simplement à cause de. À partir de 2009, donc à date d'aujourd'hui, maintenant, c'est la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des applications. Nos smartphones, nos téléphones ici, ils ont tous une sorte d'intelligence artificielle dedans. Les ordinateurs, les systèmes, le cloud computing, c'est quand on crée des sites, on le met quelque part, le marketing, dans tous les domaines. C'est donc, à cause du financement des hommes d'affaires et l'intérêt d'affaires aussi qui vient dessus, plus aussi, il y a un autre facteur par rapport à ce qu'on a avant. Même ici, s'il y a eu de l'argent, mais ils ont une contrainte, c'est la technologie. Ils n'ont pas des machines aussi puissantes, soit côté stockage de données, ou bien côté de la performance, la rapidité de calcul. Mais maintenant, nous n'avons plus ce problème. Toutes les machines, on peut stocker des milliards et des milliards de de données. Plus les puissances de calcul, les ordinateurs sont devenus très puissants. Une petite machine, elle est plus puissante que les grandes machines de l'époque, ou bien plusieurs ensemble. Une petite machine maintenant, c'est plus puissant et c'est plus rapide que ça. Et aussi le développement de la puissance des algorithmes informatiques et mathématiques, la capacité mémoire, soit vive, c'est là où on fait des traitements, ou bien du stockage, là où on met des données pour les enregistrer. Vous entendez certainement parler des big data. Le big data, c'est des gros stockages de données, des lacs, des entrepôts, là où on met des données. Toutes les données sur les téléphones, les ordinateurs, elles sont faites quelque part ailleurs pour des traitements bien précis. Donc, soit pour le marketing, le commerce et autre chose, l'espionnage et toute autre chose. Donc, c'est les big data, donc c'est devenu maintenant c'est comme un produit commercial. Et les grands investissements des domaines d'affaires, donc c'est ça. Donc c'est eux qui ont vraiment boosté ça parce qu'ils ont de l'argent. Ils voient dans ça vraiment une grande opportunité commerciale. Donc un petit détail par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc à partir de 1953, donc à partir de l'apparition des ordinateurs, les premiers grands ordinateurs avec les réseaux neuronaux, comme je dis tout à l'heure, la simulation et la modélisation des réseaux de neurones. En 1950, le test de Turing, c'est un mathématicien Alan Turing anglais qui a commencé à avoir des réflexions par rapport à ça, donc rendre la machine intelligente. Sinon, la théorie logique, on a la théorie du flou. Dans le domaine de l'informatique, il y a ce qu'on appelle des lambda calcul, c'est des mathématiques un peu spécifiques pour l'intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de théories qui sont sorties qui ont vraiment devenu une vraie base pour booster l'intelligence artificielle. Ça, c'est les environs à peu près de 50 jusqu'à 56 à peu près. Et c'est toujours la suite. L'utilisation officielle du terme intelligence artificielle, donc après la conférence de Dartmouth par McCarthy à Boston. Donc c'est là où le mot intelligence artificielle il est sorti vraiment et qu'il est utilisé.
parce qu'avant, chacun comment il l'utilise, mais à partir de là, c'est devenu officiel et c'est devenu aussi comme une spécialité au niveau des universités, des grandes écoles d'ingénieurs et autres. 58, le développement du langage de programmation pour l'intelligence artificielle. Donc, parce qu'avant, il y a des langages beaucoup plus informatiques qui dérivent des mathématiques comme le Fortran, le Pascal, beaucoup plus des langages pour l'informatique, mais à partir des années 58, ça a commencé des langages spécifiquement pour l'intelligence artificielle comme le Lisp, et il y a d'autres qui sont venus par la suite, Prolog et maintenant Python et autre chose. Et ils utilisent aussi, ils se basent aussi sur lambda calcul qui est une théorie des mathématiques pour l'intelligence artificielle. 1959, c'est l'élaboration du General Problem Resolver. C'est comme un programme qui fait de la résolution des problèmes et la démonstration des théorèmes et autre chose du genre. 67. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il commence la critique. Donc, il y a une critique de certains philosophes qui attaquent les mathématiciens, les informaticiens, ils les critiquent. Et c'est ça ce qui a créé le doute. Après, il y a moins d'investissement, il y a moins de financement, et ça a ralenti vraiment. Les années 70, donc ça a recommencé du début. C'est l'apparition des nouvelles méthodes de l'intelligence artificielle. Donc, ils ont commencé à apprendre les réseaux de neurones, la résolution par cas, beaucoup de méthodes qui sont revenues et de les développer plus et en même temps de créer de nouvelles. Donc, c'est là où il y a aussi l'apparition du langage de programmation pour l'intelligence artificielle Prolog. C'est spécifiquement pour l'intelligence artificielle. 74, c'est l'apparition du système expert, comme je dis tout à l'heure, c'est le boom du système expert, c'est beaucoup plus, il y en a beaucoup plus sur la médecine, mais il y en a dans d'autres domaines, et il y a aussi dans le domaine militaire, mais on ne parle pas de ça parce que c'est militaire. Les années 80, c'est l'utilisation de l'aide dans la vie réelle, donc ça a commencé à l'utiliser pour certaines choses dans notre vie réelle. Par exemple, dans le cas de la robotique, contrôle de l'industrie, contrôle du système mécanique, électronique, et ainsi de suite. À partir de 90, ça commence à reprendre de grands investissements et beaucoup plus au niveau du militaire aussi, c'est la course à l'armement. 99, je vais dire également 2005 à peu près, donc ça commence à entrer, des hommes d'affaires sont entrés dedans le jeu et ça a commencé à reprendre, à l'utiliser dans beaucoup de domaines d'affaires, ce qui crée aussi des enjeux au niveau des sociétés. Donc c'est là où les inquiétudes commencent à venir. Il a été utilisé aussi au niveau soit du film, de la cinéma, le domaine du cinéma et autres. 2007 jusqu'à 2010, donc il y a beaucoup qui se posent des questions sur l'éthique parce que, comme je disais tout à l'heure, soit le plagiat, la violation des droits de l'homme, la violation de certaines lois et autres. 2010 à 2016, donc il y a beaucoup d'industries qui sont entrées dedans, c'est devenu sans limite, donc on l'utilise un peu partout. Jusqu'à aujourd'hui, donc il y a de l'intelligence artificielle, des systèmes génératifs qui fait de la génération des textes, autre chose, des traductions et toute autre chose qu'on utilise, comme les GPS aussi, ils ont des systèmes intelligents dedans. Ça, c'est juste du texte pour expliquer les lignes de NAC. Je vais le passer rapidement, donc c'est beaucoup plus de détails en forme de texte. Donc il y a ici des explications et des fois vous trouvez des références, donc les références sont expliquées ici en bas. C'est lui qui a donné ça, c'est lui qui, avec son équipe, ils étaient à Taroua, des informaticiens qui ont introduit vraiment de façon officielle l'intelligence artificielle dans le secteur académique comme spécialité. Et lui c'est un Américain, il est à Boston. Pour les systèmes experts, c'est la même chose que tout à l'heure, juste pour une image d'agui pour mieux voir de façon visuelle c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc il y a l'interface utilisateur, l'ordinateur ou bien l'écran ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une base de connaissances, il y a une base de règles et le moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, c'est des programmes, c'est des algorithmes. Donc il se base sur les règles qui prend la source nécessaire, les données pour sortir soit de la décision, ou bien de diagnostic, ou bien de démonstration de théorèmes et autres. Les pays qui sont vraiment développés, qui sont très avancés par rapport à ça, donc, parce que tous les pays qui entrent dedans, il y a certains qui ont une certaine émergence. Donc le premier, sans doute, c'est les Américains. Les Américains sont vraiment puissants dans ça, en plus dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines, dans tous les types d'intelligence artificielle. Il y a la Chine qui le suit, qui font concurrence, mais les Américains les devancent, mais on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas.
Il y a le Canada aussi. Il y a beaucoup qui pensent que le Canada, c'est comme d'autres pays, mais non, au niveau de l'intelligence artificielle, ils ont vraiment des centres de recherche, des universités, des choses très puissantes et qu'ils partagent beaucoup plus avec les Américains et les Anglais. Ils travaillent beaucoup à travailler ensemble, un peu les Australiens aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se font ici pour les Américains, du Canada pour les Américains. Par exemple, dans le domaine de l'aviation, l'aéronautique, beaucoup de choses qu'ils leur développent ici, les effets spéciaux pour le cinéma, beaucoup de choses. Et après, on peut classer tout ça, c'est les catégories presque au même niveau, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et la France. D'ailleurs, ils travaillent en collaboration, ils ont beaucoup de projets ensemble. Plus tard, il y a une image que je vais vous montrer sur ça. Il y a la Corée du Sud, qui est un pays qui est en émergence, et il y a le Singapour aussi. Le Singapour, c'est vraiment que c'est un tout petit pays. L'indépendance, c'est le Singapour, la superficie, c'est 719 km². تزمال تقوق واش عزوق مايو واش ندرع الميزان c'est vraiment très petit mais c'est une puissance dans tous les domaines c'est le deuxième plus grand port au monde en termes de marchandises. Je ne sais pas en superficie, mais en marchandises économiques. Et dont les technologies sont très fortes, ils sont en train de récupérer beaucoup de systèmes financiers qui sont chez eux, les banques et autre chose. C'est un tout petit pays, ils jouent parmi les grands. Donc le plus important, c'est l'intelligence humaine, c'est l'humain. Donc ici, c'est juste un peu de détail par rapport à ça. Donc il y a d'abord pour le Canada, donc ils ont plusieurs centres de recherche au niveau de tous les Canada. Et dans Montréal, ils jouent un rôle très important par rapport à ça. Il y a le Royaume-Uni qui travaille aussi avec des Américains, comme je dis tout à l'heure, un peu aussi avec les Canadiens. L'Allemagne, ils travaillent avec l'Allemagne, le Japon et la France. Ils ont beaucoup de projets ensemble. C'est un des projets dernièrement, ça fait pas longtemps, en 2022 je pense, ils ont un projet ensemble, c'est pour les thématiques de l'intelligence artificielle. Ils ont financé ça, tous les trois, dans la France, l'Allemagne et le Japon. Pour les caractéristiques de l'intelligence artificielle, il est caractérisé par quoi? Comment on peut dire ça fait partie de l'intelligence artificielle ou non? Donc il y a d'abord les connaissances, l'acquisition des connaissances, l'apprentissage, l'apprentissage automatique ou bien l'apprentissage structuré ou d'autres choses, comme les systèmes experts aussi, donc il y a des bases de connaissances et autres. Le raisonnement, donc c'est des raisonnements comme un humain ou bien de prendre un raisonnement logique, mais de façon automatique. Il y a l'apprentissage, donc à partir des connaissances, on fait de l'apprentissage et du raisonnement. Et à partir des connaissances, l'apprentissage et le raisonnement, on peut faire des actions. Par exemple, en robotique, prendre des décisions, autre chose. Donc c'est l'action. Donc il y a d'abord donc la connaissance qui sont en quelque sorte c'est des données. Il y a après le raisonnement, c'est le traitement logique, c'est de la logique mathématique, tout ce qui est logique. Il y a l'apprentissage, donc c'est l'acquisition des connaissances. Il y a des actions, c'est donc faire de l'action comme la robotique, dans l'industrie par exemple, des machines qui sont contrôlées par l'intelligence artificielle et autres. Il y a de la compréhension aussi, donc l'apprentissage, les connaissances, on comprend certaines choses. Et on fait des raisonnements et on fait des actions. Donc c'est en quelque sorte, c'est la simulation de toute la cognition et de l'activité intellectuelle de l'être humain qu'on essaie de faire passer pour des machines qui n'ont pas vraiment de cerveau, mais ils ont des puces et des microprocesseurs et tout le système de stockage en mémoire et ainsi de suite, et même au niveau physique, par exemple dans le cadre de la robotique ou bien des machines industrielles et militaires. Pour les catégories, comment les catégories, c'est parce que il faut faire une petite nuance, parce que des fois on mélange tout. Pour les catégories, c'est de penser comme un humain, donc d'aboutir à simuler la pensée humaine, d'aboutir à raisonner comme un humain, le raisonnement humain, et d'aboutir aussi à penser d'une façon rationnelle, c'est-à-dire d'une façon objective, mathématique, et d'agir d'une façon rationnelle, de prendre des décisions, bien des actions de façon rationnelle, ou bien d'agir comme un humain, des actions humaines, c'est-à-dire on ajoute un peu de psychologie, un peu de sentiments et d'autres choses. Donc on essaie de simuler tout ça. Donc pour ça, donc on décide des systèmes qui pensent comme des humains, ou bien de façon rationnelle, et ils agissent comme des humains, ou bien comme des machines de façon rationnelle aussi. Pour les disciplines, il y en a plusieurs, mais on peut structurer tout ça dans 4. Il y a l'intelligence artificielle qui est de discipline pure, c'est de la modélisation de l'esprit humain
mais c'est pour résoudre certains problèmes ou bien certaines tâches ou bien faire juste certaines choses. Ça c'est pur, c'est comme des sciences pures, c'est comme les mathématiques, la physique, c'est comme des sciences pures ou bien exactes. Mais il ne simule pas d'autres connaissances ou bien d'autres actions humaines. Dur, on s'approche beaucoup plus. C'est la modélisation de l'esprit humain, vraiment, mais pour développer et créer des machines intelligentes capables d'agir comme un humain. Donc, il surpasse ça. Par exemple, le système expert, on peut le mettre à ce niveau. La démonstration de théorème, l'IA générative qui fait des textes, la traduction, ils sont dans ça parce qu'en dehors du domaine là où ils sont destinés de le faire, ils ne peuvent rien faire. Mais par contre, ici, c'est de créer vraiment dur, ça veut dire une intelligence artificielle qui va être d'agir comme un humain dans tous les domaines. Même si il n'est pas créé, il est sur la chose née, mais il peut faire toute chose. Pourquoi? Parce qu'il est du type dur, ils l'ont créé justement pour apprendre tout. Il y a MOL, c'est à peu près comme celle-là, mais avec certaines spécificités. Donc, c'est ajouter de la compréhension, c'est la construction des programmes capables de résoudre certaines tâches et de tester après la solution. Donc, il fait un raisonnement, une résolution, après il va la tester avant de la mettre en œuvre autre chose. Il est capable de la tester, de voir ce qu'elle va donner comme résultat. C'est celle-là pour laquelle ils ont ajouté certaines choses. Et pratique, c'est beaucoup plus qui consiste à appliquer l'intelligence artificielle. C'est pratico-pratique. Par exemple, un robot qui fait quelque chose de bien précis, il fait d'une façon pratique. Ou bien un drone qui est programmé juste pour faire des photos, faire quelque chose de bien. Mais il y a des drones qui sont plus intelligents. Ils peuvent détecter et reconnaître les choses, les mouvements. Donc on peut classer dans la dure. Par la suite, c'est les types. Donc, les types, globalement, on a deux types. Il y a l'intelligence artificielle faible, ou bien étaroite, et il y a l'intelligence artificielle forte. Faible, ça veut dire que c'est juste pour certaines tâches. Donc, il ne simule pas ou bien ne modélise pas vraiment l'esprit humain, bien l'intelligence humaine d'une façon précise ou bien détaillée. C'est juste, il est spécialisé dans les tâches particulières, beaucoup plus dans le domaine spécifique. Par exemple, les systèmes experts en médecine, ou bien pour les GPS, pour les transports et autres. Par contre, forte, c'est beaucoup plus. Il s'approche beaucoup plus en plus s'approche de l'intelligence artificielle humaine avec une compréhension générale similaire à celle d'un être humain. Donc on s'approche beaucoup plus de l'intelligence humaine. Donc à partir de ces deux-là, je ne sais pas ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT. Donc de ça, on peut définir ou bien on peut comprendre que ChatGPT, il est dans la première classe, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle faible parce qu'il répond à un domaine bien précis. Juste pour conclure, donc l'intelligence artificielle forte est souvent utilisée pour décrire une intelligence artificielle qui pourrait rivaliser avec l'intelligence humaine dans tous les domaines. Donc c'est l'apprentissage profond et complet. Donc puisqu'on a parlé tout à l'heure, les connaissances, le savoir, le raisonnement. Dans le raisonnement, quand on parle de raisonnement, il y en a plusieurs types de raisonnement. Il y a le raisonnement procédural, c'est comme en informatique, c'est des procédures, c'est des programmes bien spécifiques. Il y a le raisonnement formel, c'est comme les mathématiques, les formules. C'est un raisonnement englobant, les raisonnements logiques, approximatifs et temporels, c'est-à-dire dans le temps aussi. Le raisonnement par analogie ou bien par comparaison, cas par cas. Il y a le raisonnement par généralisation de l'abstraction, donc en faisant abstraire quelque chose, ou bien on généralise à partir on teste certaines choses, 2, 3, 4, un ensemble de choses. Après, on va généraliser tout ça sur d'autres. C'est comme en statistique aussi, des fois, quand on fait de l'analyse de données en statistique, donc quand on trouve une tendance, malgré qu'il y a des points un peu qui écartent, qui prennent des distances, mais quand on a une grande concentration, ce qu'on appelle une tendance, et des fois des corrélations aussi, donc on généralise tout sur cette tendance. Et le raisonnement géomatique ou bien géométrique, donc par des images et la reconnaissance des formes, la localisation des objets et la vision par ordinateur et autres. Donc la reconnaissance de l'écriture par exemple dans le livre. Les sources d'alimentation. Donc comment on alimente l'intelligence artificielle? Donc généralement, les sources de l'IA, c'est l'information. L'information, c'est un ensemble de données qui ont un sens. Donc, les données, ça peut être audio, c'est du son, mais qui a un sens. Donc, c'est les paroles, les phrases, tout ce qu'on la poésie, autre chose. Les textes, ça peut être aussi des textes. Les textes, ça veut dire des textes, des paragraphes, ou un livre, un roman. Des PDF aussi qui sont des textes, mais dans un autre format beaucoup plus statique. Et l'illustration des images, quand on fait des schémas, des dessins, les vidéos aussi.
Et on a des bases de règles pour dans le cas du système expert, les bases de connaissances aussi pour les cas du système expert, les données pour les bases de données, tout ce qu'on utilise maintenant, pour lesquelles déjà, ça commence déjà d'ajouter quelque chose qui manque à date pour l'intelligence artificielle, c'est le genre de sentiment, de sentir quelque chose, l'odeur et autres. Donc c'est des choses qui s'ajoutent, ils sont en train de travailler là-dessus. C'est par exemple l'odeur, le sens, le sentiment et autres. Donc ils sont en train de voir, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à développer des algorithmes et de simuler ces choses qui n'existaient pas avant dans l'intelligence artificielle, mais ils commencent à essayer de l'introduire. Les émotions. La portion donc c'est simulé, donc c'est le sensoriel qui est. Donc ici c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle qui était avant. Avant, disons avant 2000 ou bien fin 90. Donc c'est le système expert, la robotique, pas mal de choses qui se font. Maintenant, ils sont en train, parce qu'avant, par exemple, une machine ordinateur, il ne peut pas sentir. L'odeur, ça sent du banane, ça sent des fraises, ça sent je ne sais pas quoi, ou bien sentir, il va te voir, il va détecter tes sentiments, il va voir ce que tu es triste ou non, il va analyser profondément ce que c'est vraiment réel ou non. Mais maintenant, ils sont en train de développer des algorithmes et des bases de connaissances vraiment pour simuler tout ça. C'est des choses qui sont ajoutées les dernières années, donc les dernières décennies si vous voulez, c'est ça. Donc c'est l'odeur, le sens, et le côté psychologique si vous voulez, côté vraiment humain. Parce que les tâches humaines, en général, c'est beaucoup de tâches qui sont répétitives ou bien qui peuvent structurer, mais il y a certaines tâches qui dépendent du comportement humain. C'est ça ce qu'ils essaient de modéliser. Le domaine, donc il y a le deep learning, c'est l'apprentissage profond, il y a la prédiction, comme prédire quelque chose à partir des données du passé, du présent, on peut prédire qu'est-ce qui va venir plus tard. La traduction au niveau des langages naturels, la classification, ça c'est beaucoup plus dans le cadre des statistiques aussi, de l'analyse de données, l'extraction de l'information, sa structuration et sa modélisation pour des domaines bien précis. Le speech, c'est le parler, donc on parle et l'ordinateur va écrire, déjà ça existe. Dans le Word, je pense qu'il le fait déjà. Vous pouvez parler à Word, il va écrire le texte soit en anglais, en français, les langues qui sont dedans. Ou bien l'inverse du texte, va prendre le texte, il va le lire avec la voix que vous voulez. Donc il va un texte, on va le simuler, il va parler avec la voix d'Idir par exemple, ou bien la voix de donc c'est du texte qu'on va essayer de faire parler avec une voix bien précise selon les fréquences des langages. Donc il y en a plusieurs, la reconnaissance des images, des formes, la visio par machine, donc c'est de voir quelque chose et d'interpréter, prendre une décision après. C'est ça aussi, c'est beaucoup utilisé dans le domaine militaire, par exemple, voir la cible, est-ce que c'est une menace ou non. Les potentialités, ça c'est parce qu'à la portée de tout le monde, donc on sait tous. Donc il y a dans l'automatisation des tâches, ça c'est par exemple la robotique. Il y a l'apprentissage automatique pour l'apprentissage des langues ou autres, ce qui est dérivé des statistiques de l'analyse de données. Il y a dans le domaine de la santé des systèmes experts. Et par exemple maintenant, ils font même avec la reconnaissance d'images en faisant des images par exemple sur des cellules ou bien sur le corps humain à l'intérieur. Et une intelligence artificielle peut l'analyser, de voir est-ce qu'il y a des maladies, s'il y en a, c'est quoi, et quel niveau, est-ce que c'est une cellule cancéreuse ou autre. L'optimisation de la logistique, par exemple, la gestion des stocks ou autre, l'optimisation pour les chemins, en s'appuyant sur la théorie des greffes, de la recherche opérationnelle, par exemple le cas des GPS. Dans l'éducation, dans l'assistance à la créativité, donc maintenant il y a même de l'intelligence artificielle qui vous permet, vous lui demandez de vous faire par exemple un dessin, même de faire un petit dessin animé ou bien un film, vous donnez à peu près l'histoire c'est quoi, il va vous faire des dessins avec des paroles, avec des textes. C'est dans le cadre de la créativité. L'expérience client, donc c'est comme je dis tout à l'heure, il y a des cookies autre chose. Donc on suit le client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il achète, quelles sont ses tendances, ses habitudes. Donc pour répondre beaucoup mieux au client, pour le garder en même temps pour lui vendre. Au niveau de la justice aussi, donc l'interprétation de la loi, au niveau de la politique, de la sécurité, pour la cybersécurité, il y a de plus en plus il y a des systèmes informatiques maintenant qui sont contrôlés par de l'intelligence artificielle. Avant, donc on met certains programmes et des spécialistes en sécurité informatique qui le font. Maintenant, de plus en plus, les spécialistes en informatique ou bien en sécurité, ils peuvent être remplacés par de l'intelligence artificielle qui fait leur travail de façon automatique et plus rapide. Eux, ils ont juste peut-être à contrôler certaines choses.
la conformité par rapport aux règles, lois, l'expérience employée, aussi au niveau ça va venir plus tard, au niveau des entreprises. Donc on suit les employés, on va voir quelles sont leurs tendances, qu'est-ce qu'ils aiment faire, de quelle façon ils sont plus rentables, plus productifs pour mettre en place des conditions favorables pour avoir plus de production. Donc aussi il y a pour la réduction des risques, c'est de la sécurité ou autre, donc pour trouver des façons pour réduire le risque ou bien pour régler certaines problématiques ou bien des choses qui peuvent créer des problèmes. Voilà, en général, donc nous avons passé partout, donc le dernier c'est pour les défis, ça c'est grave, donc il y a beaucoup de risques, beaucoup d'enjeux, soit au niveau politique, au niveau des stratégies, au niveau des gouvernements, au niveau des données, la confidentialité des données, la vie privée, au niveau des technologies, donc des technologies qui peuvent faire mal, soit à des personnes ou bien à des individus ou bien à une industrie en utilisant l'intelligence artificielle. Au niveau sociétal ou bien de la société, déjà maintenant la société est un peu réticente, donc ils ont peur pour pas mal de choses. Donc il faut vraiment avoir l'acceptabilité sociale pour que ça rentre. Certains accès, ça c'est des niveaux, c'est des degrés. Donc ce qui va aboutir automatiquement à une transformation sociale et politique. Donc ça va commencer peut-être par des grands pays qui sont développés, mais ça va aboutir à tout le monde par la suite. L'éthique aussi, donc les droits de l'auteur, le plagiat, le partage d'informations, de connaissances, au niveau des lois aussi. Donc il faut mettre des lois claires, la réglementation et les lois. Donc le plus important, beaucoup plus, il faut avoir, comme l'avait dit le patron de Google, Elon Musk, il faut mettre vraiment une politique internationale pour réglementer tout ça. Et les lois, donc, il faut que ça soit à l'échelle mondiale et à l'échelle locale au niveau des pays. Donc, si ces deux choses-là sont prises en charge, tous les autres vont être plus ou moins contrôlés. Il n'y a pas quelque chose de parfait, le risque zéro, ça n'existe pas, mais au moins de trouver un moyen de plus en plus de l'encadrer pour ne pas que ça dérive à autre chose. Donc, globalement, ça, c'est beaucoup plus de notions générales pour avoir de ça, mais plus tard, donc, on va essayer de faire quelque chose de plus technique pour un sujet bien particulier. Par exemple, je vais essayer de voir des spécialistes, des gens qui travaillent, par exemple, comment faire de la reconnaissance des formes ou bien comment ils font le doublage des voix ou autre chose avec des démonstrations réelles, avec un logiciel qui vont venir nous exposer ici. Voilà, globalement, c'est tout ça. Donc, je vous laisse. Donc, on va prendre beaucoup plus de temps pour parler parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est juste pour structurer les choses et les focaliser. Donc, si vous avez des questions, on va faire un débat avant d'aller manger plus tard. L'après-midi, c'est notre conférence. De voir si vous avez des sujets d'intérêt vraiment d'expérimentation que vous voulez voir. Je vais essayer de trouver des gens qui travaillent là-dessus, soit des chercheurs ou bien des gens qui sont dans l'industrie, et de nous faire une présentation comme ça avec un logiciel ou bien ce qu'ils ont déjà sur place. Merci. C'est extrêmement intéressant ce que tu as exposé au Qassem. Ça nous ouvre un petit peu sur le domaine de la science. Et il me vient à l'esprit une question, et j'attends de toi, peut-être c'est pas une réponse générale, mais c'est une réponse personnelle. Est-ce que toutes ces prouesses technologiques, est-ce qu'elles ne sont pas mises d'abord au service des armées, des pays puissants, avant de céder ces prouesses techniques, cette technologie aux civils? Je donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un, il me parlait du GPS. Il m'a dit c'est tellement sophistiqué qu'aujourd'hui, au sein des armées, on peut détecter l'ennemi par les battements du cœur. Donc, ma question se résume. Est-ce que l'invention scientifiques ne sont pas mises d'abord et avant tout au service des armées avant de les céder aux civils? Ça, c'est une chose claire, ce n'est pas uniquement pour l'intelligence artificielle, mais dans tous les domaines, les militaires sont les premiers. Donc, je mets entre parenthèses les Américains. Soit tous les domaines que tu veux, ils sont déjà les premiers, les militaires qui commencent ça.
Et si on prend tout ça avant, c'est beaucoup plus de recherche universitaire, industrielle et tout, et il y a beaucoup de militaires dedans. Ce n'est qu'à partir de à peu près fin 90-2000 que les hommes d'affaires ils sont entrés dedans dans l'intelligence artificielle, qu'ils ont boosté, qu'ils ont financé pour que ça sorte maintenant. On parle de ça, tout le monde y parle. Alors que l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis longtemps. Ça a commencé en 1943. Mais ça parle uniquement au niveau des militaires qui font leur travail en discrétion et au niveau des universités, ils sont à de recherche, c'est-à-dire de l'expertise. Et un peu industriel. Mais à partir de là, les hommes d'affaires sont là-dedans. Donc maintenant, il est partout. Et sur ton cellulaire, il y a des mots-charges. Tous, ça sur certains, chacun de nous, il y a quelque chose dedans. Soit sur les ordinateurs, autre chose. Qui ramasse, parce que les cookies qu'on installe, des fois quand on accepte, qu'on va sur un site web, il est dedans. Donc, et ça continue toujours. Donc les militaires sont dedans. Donc, le domaine militaire, ils sont dans tous les domaines. Les intelligences artificielles sont des experts dedans. Mais eux, ils l'utilisent pour d'autres choses qu'on sait. Donc, c'est pour des fins militaires, bien sûr. Mais ça commence à sortir sur le civil maintenant, pour des fins civiles, et que n'importe quel citoyen du monde, il peut faire du mal avec ça. S'il maîtrise, bien sûr. Avant, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, n'importe qui, il peut prendre, s'il maîtrise bien, il a des logiciels, si c'est un bon programmeur aussi, il peut programmer des choses, il va te cloner et il va te mettre sur des réseaux sociaux, c'est toi qui parles et il va faire de toi ce qu'il veut. Il peut te faire parler ce qu'il veut. Il peut te faire mal à toi ou bien faire de mal aux autres. Mais avant, ce n'est pas vraiment le cas. C'est les militaires qui l'utilisent à leur façon. Oui, les militaires sont surtout les Américains, les grandes puissances maintenant, il y a la Chine, il y a beaucoup de pays qui commencent à monter. Qui sont dedans, oui. C'est une autre question qui me vient à l'esprit d'après ta réponse. Est-ce que cette profusion de clonage informatique ne décrédibilise pas le message qui veut être passé? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Non, je suis d'accord. Mais le message en lui-même, le but du message, est-ce que ça le rend pas crédible? C'est-à-dire le fait de voir une profusion de clonage, de transformation de voix, d'images, etc. Est-ce que le message qui a voulu être passé, est-ce qu'ils sont plus crédibles vis-à-vis de l'opinion publique? Oui, ça c'est comme l'information maintenant. L'information, par exemple, il y a des gens qui manipulent l'information. Donc il y a des gens qui font des mensonges, ils font de la propagande et autre chose. Ça peut retourner contre eux. Donc, je prends un exemple. Les dictatures dans le monde, en particulier le tsar, par exemple, quand ils commencent à manipuler tout, des fois ça devient flagrant. Et par la suite, même s'ils disent vrai, les gens ne vont pas le croire. Donc ça dépend du contexte et des interprétations. L'intelligence artificielle, à peu près, si je vais te faire une comparaison, c'est comme l'information, les médias. Les médias, c'est la même chose à peu près. Donc ils peuvent faire passer bien le message, ça va suivre, même si c'est un mensonge, ils peuvent faire passer des mensonges, après ça va devenir contre eux. Donc ils vont essayer de discréditer. C'est comme après avoir été discrédités, même s'ils disent la vérité plus tard, ils sont discrédités. L'intelligence artificielle peut passer la même chose dans le contexte que tu dis, parce qu'on l'utilise dans pas mal de choses. Ahmed, oui. Oui, c'est fort intéressant, hein, c'est fort intéressant. Mais simplement, j'ai sur les guillemets, il y a un petit bimol sur la force de l'intelligence artificielle, et puis de l'autre côté, c'est l'être humain. Donc moi je trouve que le muscle qu'il y a entre les deux, je voudrais bien que vous me contrariez bien sûr, c'est la sensorialité. L'algorithme, bien sûr, dans la force de la répétition, de l'interprétation des éléments qui sont autour de lui, et en fonction de la programmation qu'on lui dispense, il est capable d'interpréter avec beaucoup de précision. L'être humain, il a l'autre côté qui n'a pas la précision, vraiment un, mais qui a la force de la détection. Voilà. C'est un peu comme en statistique, hein. Donc c'était ma formation initiale dans le temps, là, avant que j'entreprenne d'autres études. Toujours dans statistique, on essaie de regarder un phénomène social et puis on essaie de mettre des chiffres dessus. Oui, il y a un groupe témoin, après donc vous avez toute une procédure d'écriture mathématique, on finit par arriver à obtenir un chiffre. Au moment le chiffre il est bête. Pourquoi? Parce qu'il a besoin qu'on lui colle une petite connotation d'interprétation plus sensorielle.
C'est ça qui est au niveau de ce que vous avez dit. Alors le Mureggin, comme vous le dites, est-ce qu'il est susceptible d'être cassé, d'être franchi? À part que l'algorithme il peut reconnaître des sons aigus, un tampon de voix, donc il peut dire est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que bon, ça on peut programmer toutes sortes de choses comme ça. L'odorat, parce qu'il va avoir une certaine charge moléculaire dans un espace, donc on peut interpréter, on peut l'associer par rapport, oui, ça c'est possible. Mais après, pour si vous voulez la dévoluer et puis lui donner un sens propice à la sensation telle que l'être humain la ressent, n'est-il pas celle-là qui peut constituer la limite de cette intelligence artificielle? Alors donc je vous laisse me répondre. Je sais que c'est un peu philosophique, mais un peu débordant sur des questions. Merci. On peut le résumer en deux images. Donc, personnellement, je suis convaincu que la machine ne va jamais être comme un être humain. Parce que l'humain, ça a ses caractéristiques naturelles et autre chose qu'on essaie de simuler pour la mettre sur une machine. Donc ça c'est sûr. Mais de plus en plus, il y a des choses que l'humain fait qu'avant on pense que ce n'est pas possible et maintenant c'est devenu possible. Je prends par exemple le cas de l'odorat. L'odorat, avant, ils disent comment il va reconnaître l'odorat. Et bien comment ils ont fait les arômes artificiels. Ils vont te faire une arôme artificielle, ça sent de la banane, ça sent de la fraise, ça sent tout ce que tu veux. Donc c'est pas de ces manipulations chimiques qu'ils essaient de simuler, de le mettre pour une machine avec des capteurs, comme nous, ça a un capteur sur le nez, ils mettent un nez artificiel, ils captent ça, et ils travaillent avec certaines molécules, formations chimiques, etc. Il va dire, ça sent ça. Donc il va le reconnaître. Donc, et comme de plus en plus, on franchit les limites. Mais à l'avenir, est-ce qu'on va vraiment, la machine va dominer l'humain ou non? Ça, c'est les craintes que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'inquiétudes et des craintes. Ça peut dominer, ça peut devenir dangereux aussi. Ça dépend du contexte dans lequel on le fait. Donc, nous sommes arrivés maintenant, où l'humain apprend à la machine et la machine, il apprend à l'humain. Par exemple, l'intelligence artificielle maintenant. Avant, il faut prendre beaucoup de livres pour avoir des connaissances. Maintenant, la machine peut acquérir ces connaissances en laps de temps vraiment très très rapide. Après toi, tu interroges juste ce que tu veux, que tu ne connais pas, il va te le donner tout de suite, avec des schémas, avec tout ce que tu veux. Il va t'apprendre. Dans le cadre de l'éducation d'ailleurs, on veut intégrer plus tard l'intelligence artificielle dans l'école numérique kabyle. C'est pour suivre le rythme de l'étudiant, comment il travaille, qu'est-ce qu'il aime, comment il va apprendre, etc. Donc c'est ça, il va s'adapter au rythme des gens. Donc s'il va apprendre à l'humain comme il va apprendre, en plus il va le propulser mieux qu'avant. Donc à peu près c'est ça. Donc nous sommes arrivés à un point, un cerveau naturel avec un cœur biologique. Il apprend à une machine qui n'a rien d'autre que de l'électronique et des puces. Et à partir de ses connaissances d'un humain, pas toi, peut-être un autre, qui va lui apprendre à d'autres humains d'autres choses aussi. Donc c'est un peu près aussi, vice versa. C'est pour ça que je dis on peut les représenter ici aussi, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc pour moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas dépasser l'humain, c'est-à-dire on ne peut pas simuler vraiment le système nerveux de l'être humain à 100%, mais de plus en plus il franchit ses limites. Maintenant tu parles comme ça, par exemple, une machine va traduire ce langue avec le thème de ma voix et tout. Tu vas voir ma bouche, tu ne vas pas la langue et l'inverse. Donc, je ne peux pas répondre de façon exacte, mais je donne ma vision moi-même. La différence, au fait, c'est dans le dévolu, c'est dans l'appréciation. Le dévolu. C'est-à-dire qu'un être humain, il peut apprécier une odeur, il dit tiens, oui, c'est bon. Mais la machine peut juste l'interpréter, dans le reconnaître. Mais l'être humain, au-delà de ça... Mais c'est ça, parce que l'intelligence artificielle, il m'a affaire dessus, il est dans le domaine de l'informatique. Comment ils l'ont fait? C'est de la modélisation du monde réel. Parce que réellement, tout peut être modélisé avec des mathématiques et autre chose.
Donc c'est ça, ils modélisent. Même les sentiments, ils essaient de les modéliser pour les prendre. Et l'être humain, il y a des spécialistes en neurosciences qui disent que le cerveau, il fonctionne par des modèles. Il développe des modèles, des circuits, après il commence. Il va capter un poids, après il cherche, il trouve, bien sûr, avec une très grande rapidité, après il va reconnaître la chose. Au début, c'est comme ça. Donc des petites choses, petites connaissances, il n'y a pas une grande quantité d'informations, de connaissances, mais à partir de ça, il grandit, après il fait des liens, des modèles et des réseaux dans le système nerveux, dans les neurones. Après, il crée des connexions, des impulsions électriques, etc. Après, à partir des choses, tout de suite, ça va courir rapidement, il rentre dans sa mémoire, dans autre chose, il va devenir, qu'est-ce qu'il va se faire. Même quand il est devant un danger, il n'a pas connu le danger ni avant. Mais à partir de l'information qu'il a, tout de suite, il va déduire que ça peut être un danger pour lui. Après, la peur qui s'installe, et il panique, il maîtrise, ça dépend chacun comment il va réagir. Et la machine, c'est la même chose. À partir des connaissances qu'elle a, et des règles qu'il a et tout ça, donc il se base sur ça et puisque les statistiques, l'analyse de données sans aucun doute, ou bien le forage de données, data mining, ou bien le business intelligence, c'est comme ça. Donc à partir de certaines données, après on développe des méthodes mathématiques qui ont été appliquées aux statistiques, on sort des tendances, des corrélations, de la prévision, la prédiction, beaucoup de choses. La météo, ça fait la même chose aussi. On récupère les données, on les passe dans des modèles mathématiques et statistiques, après il va dire voilà, si ça continue comme ça, il va y avoir de la neige, il va y avoir ça. Pourquoi? Parce qu'à partir des connaissances qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'il y a de ma vision qu'il y a des choses, mais on remarque de plus en plus, on dépasse les limites qu'on dit avant, c'est pas possible. Allez, ouais. سنمير سوسلا شغل كي تخدم قديش كيهم قرار يخدم لازم نسوالو الولا القديش ماكين ابيميانا لانتيليجونس ارتيفيسيال ايوس بالله الميرسي في السناس القديش كي خدمها 16 ولا 21 غير فايقين فينيك دنيا Là, j'ai mesuré un peu l'importance et l'extrême importance de l'intelligence artificielle. Évidemment, tous les points que notre ami a développés nous interpellent. Après l'Internet, nous assistons à une autre révolution, c'est une révolution dans la révolution. On a vu que l'Internet a bouleversé complètement le monde. Et là, l'intelligence artificielle va rebouleverser le monde. De quelle façon? Dans tous les domaines qui ont été signalés. Tous les domaines, sans exception, et comme il dit, les limites vont être encore poussées. Réglementer ça, je ne sais pas comment. Parce que ceux qui vont réglementer sont ceux-là même qui créent l'intelligence, qui la dirigent, qui l'exploitent et qui en profitent. Et réglementer avec la Chine, avec les Russes. Qui va commander qui? Pourquoi? Vu que l'armée a préséance sur ça. Là, c'est le grand problème. C'est sûr qu'il y a plusieurs terrains où cette intelligence va s'exprimer. Bon, j'ai réfléchi étant donné que monsieur s'occupe de l'école numérique, a fait l'intelligence artificielle et l'état kabyle et l'éducation kabyle et tout le reste. C'est sûr qu'on va se mettre au diapason, il faut travailler à fond dans ça. Moi là, on est dépassé par les événements. Donc l'école kabyle, Ahmadizmour, ça m'a dit en dernière année. Ça ne va pas être du présentiel, si je comprends. Tu peux être au Japon et puis avoir ton école kabyle qui t'enseigne à partir de Hawaï puis de Montréal. Donc ça rend le présentiel caduc, il tombe. Quant à l'éducation, l'intelligence artificielle a encore rétréci le temps. Les formations qu'il y avait avant, l'ingénieur, n'importe qui, ça ne vaut plus rien. Les connaissances évoluent rapidos. Elles évoluent très très vite. Donc les connaissances d'avant ne sont plus valables maintenant et c'est le domaine, etc.
L'intelligence artificielle, elle vient de bousculer complètement les acquis. Ça veut dire qu'il y a des corps entiers de métiers qui vont disparaître. Ils vont disparaître royalement là, parce que l'intelligence artificielle va être tellement performante qu'elle va faire le travail. Les secrétaires, les agents de la clientèle et tout. C'est déjà le cas maintenant, mais ça va être encore. Il y aura même des soldats artificiels qui vont lutter, combattre 24 sur 24, des ouvriers dans l'usine qui vont travailler 24 sur 24, pas d'assurance, pas de chômage. Ça va être un bouleversement complet de la société. Donc, باش نوصل الأول في الأول après il y a l'éducation, puisque en filigrane c'est ça le sujet qu'on est censé traiter. L'éducation, elle va être remodelée, elle va être changée, elle va être redéfinie, transformée. Donc, c'est pour ça que le fait de l'appeler numérique est vraiment à propos. L'école traditionnelle, elle disparaît. On est dans l'école numérique déjà. Donc à ce moment-là, même si on n'est pas sur place en Kabylie, on peut créer l'école kabyle numérique, moderne, avec l'intelligence artificielle, que les gens de là-bas vont suivre, et c'est une façon de contrecarrer justement cette politique d'abrutisation, d'abrutissement et d'aliénation du régime en place. Donc c'est de voir comment, à partir d'ici, comment réfléchir à un système d'école qui va sauver l'identité, la langue, et qui va promouvoir aussi les sciences et le progrès. Donc, c'est plus un commentaire que des questions, mais peut-être que les points que j'ai soulevés vont soulever des intérêts. Donc, c'est ça l'objet, puisque tu as parlé de débat, de débat. ثاني مرتي كيف مثلا الدور كيف مسلمين دنا tout ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Donc, les acquis vont être bousculés, mais de côté, non. C'est à partir des acquis qu'on développe qu'on avance. C'est comme la machine à vapeur. Avant, il n'y a même pas de machine à vapeur, il y a juste des animaux. Par la suite, ils ont créé la machine à vapeur, après la machine à charbon, après le moteur diesel, etc. Des voitures électriques, après de l'énergie solaire. D'ici quelques années, ça peut être de l'énergie noire avec laquelle vont fonctionner les engins, je ne sais pas quoi. Ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Donc, ça, c'est comme l'industrie 4 aussi qui était avant sur autre chose. Après l'industrie 4, il a bousculé tout ça. Donc, c'est normal. Donc, il y a des chocs civilisationnels, oui. Donc, à chaque étape, c'est des chocs civilisationnels selon le contexte, selon les choses. Donc, tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Mais oui. C'est pour ça que nous avancer. On veut être parmi les gens qui avancent, qui s'adaptent au temps actuel. On ne va pas penser 14 siècles à 15 siècles à faire une. C'est pour ça qu'on fait ça. Et l'école numérique, il a été créée dans ce sens ici, parce qu'il est numérique. Donc, sur laquelle on pense déjà d'intégrer l'intelligence artificielle plus tard, selon ce qu'on a besoin. Bien sûr, nos besoins, nos intérêts, et la nécessité, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'on fait. Le présentiel, ça dépend, parce que ça veut pas dire qu'il y a juste une machine, alors tu vas être à distance. Il peut y avoir des machines qui vont être sur place. Il va t'apprendre comment manipuler quelque chose avec un robot, autre chose. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend des domaines, et tout ça, ça fait partie de l'évolution humaine. Et comme l'armée, c'est sûr qu'il a toujours des longueurs d'avance, on suit derrière, sauf que dans la réglementation, c'est comme d'autres choses, comme d'autres domaines. Bien sûr, les puissances, on ne peut pas les contrôler, mais au moins de limiter les dégâts. L'intelligence artificielle, c'est une arme qui est plus puissante que le nucléaire, par exemple. Parce que le nucléaire, il appartient à des grandes puissances. C'est pas n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne qui va avoir accès. Mais l'intelligence artificielle, avec le temps, il peut être, déjà ça commence, c'est accessible à n'importe qui. N'importe qui va manipuler des choses, soit sur la vie privée des gens, détériorer une famille, il peut faire beaucoup de choses avec. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment développer, créer une réglementation stricte, etc., pour contrôler, pour que ça ne soit pas dégénéré partout. Parce que si ça arrive à n'importe qui peut faire mal avec,
Et permettez-moi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre chose, il va faire ça, l'autre il fait ça. Ça va déjà, parce que c'est une arme qui est virtuelle. Tu n'as pas besoin d'avoir de grands moyens, ou beaucoup d'argent, ou bien je ne sais pas quoi, pour faire du mal avec ça. Donc, c'est déjà juste les gens qui vont l'utiliser au niveau des réseaux sociaux, ils peuvent faire des dégâts avec. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment de la réglementation. Et l'exemple, vous avez tous entendu, comme moi, Bill Gates, des machines pour imiter des voix, des images des autres, pour faire de la propagande avec. Il doit être arrêté sur ça. Donc il faut faire des règlements. Comme l'a dit Elon Musk, le patron de Google, il a dit qu'il faut une réglementation mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui passe ça. Même des gouvernements, sur des cas mégadagés, ils doivent être jugés. Parce que utiliser la transformation de la dictature ou bien pour faire de la manipulation d'autres choses, qui peut créer d'autres choses, il faut qu'il s'intéresse, il faut que ça change. Que ça fait du changement, oui. Il faut que le monde aussi change. Même au niveau de la justice, il faut que ça change. Cette affaire de l'ingérence étrangère, il faut que ça change aussi. Le monde il doit s'ingérer dans certaines choses qui touchent tout le monde. Donc ta gestion économique ou autre chose, ça t'appartient. Mais l'humain, il ne t'appartient pas. Bien l'environnement, il ne t'appartient pas. Même l'environnement. Par exemple, ça touche toute la planète. Normalement, il doit y avoir une institution internationale qui va enquêter sur des cas mégadagés. Dès qu'il y a un feu quelque part, ils vont enquêter est-ce que c'est un feu naturel ou bien c'est du sabotage ou bien criminel. Et s'il est criminel, l'État qui le fait, il doit être condamné, il doit être jugé. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Des États qui vont utiliser ça contre des êtres humains, ils doivent être jugés. Donc le monde, il faut qu'il change aussi. Et on souhaite que ça va changer. Et peut-être, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ça aussi. Ils vont créer des institutions gouvernementales pour la réglementation de l'intelligence artificielle qui va aboutir à toutes ces choses-là. Parce que maintenant, on ne peut pas cacher à huis clos comme on le fait avant. Maintenant, ça sort. Voilà. Quant à l'éducation, oui, donc il y a des systèmes déjà intelligents qui s'introduisent pour suivre le rythme des élèves, des étudiants, pour s'adapter à leur rythme, parce qu'il y a des gens qui sont plus rapides, d'autres non, d'autres qui sont intelligents, mais il faut avoir la bonne méthode pour qu'ils comprennent mieux, qu'ils vont vite. Donc l'intelligence artificielle peut le détecter à partir de ses interactions avec les cours et tout, et détecter finalement c'est cette méthode qui lui convient, donc il va aller dans ce sens, au lieu d'aller de l'autre sens. Contrairement à l'éducation traditionnelle, où l'enseignant il vient, il écrit, c'est comme ça, c'est moi le boss, c'est comme ça que vous savez. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que lui, ou bien qui sont dans la même méthodologie qu'eux, ils réussissent, c'est d'autres qui peut-être sont intelligents, mais qui ils comprennent d'une autre façon, ils sont recalés, ils décrochent, ils quittent l'école, etc. Donc il faut s'adapter. Donc on va essayer de l'utiliser pour l'adaptation, pour suivre les rythmes des étudiants et leur apprentissage. C'est ça. Donc. Mais l'interaction humaine est très importante parce que la chaleur humaine est importante. L'attestation de reconnaissance de reconnaissance au nom de l'école numérique kabyle. On l'encourage, nous sommes très contents, très fiers de tout le travail qu'il fait. Nous sommes dans la مرتي كون خدمت مور القبائل خدمت مسنيو كي طرافو ليك فايد في السنه يوت لاتيستاسيون دو ريكونيسونس صح باش خدمت دينا سي دوالي كنت كذا راني كد ستان سامبول سي اون ايماج يتحمر مليح مليح يقيم يقول لا غير قال هناك اللوغو اللي يكون نيميريك Oui. Merci. Bravo. Merci beaucoup. وجه l'image نخبي دار اللي قلت لك وجه سي لون تات السيت زيكول نيميريك كابيل لا بلاتفورم تكنولوجيك وجه سي اللوغو تنمرت دي تزورا تنمرت مي تعظم هذه يدول تنمرت داغن مي تخمم تمد مازال يثموسني اشكون تموسني دي مسلنا غرف دا غربز دي مسلنا غرف ما كنكونوا سايره غرباز دونك عارضه اللي كتخمم غرباز مي ودا كيلان مكاله غرباز قبايلي ور تبغينا لها سي بور سا مرض وين يضرب السكي وصدق بك ونهمينا راه رياليتي
سي بور سا نشرح نشرح اللي قرا دورتني عدان اشو تخدم الالمان 69 عطيتي سكواس هنايا سبدن ان مينيستير دو نيميريزاسيون باش تنصروا مينيستير دو لانتيليجونس ارتيفيسيال فما كنتكش ما عرضك تمثل في الانتيليجونس ارتيفيسيال ني غاسي لا قد يسواس ني ذا كنت ما قرا في ثمورتنا يثموتني قبيلي ان مسايا كنت مسايا تنمير تنول السلام جماعتنا السلام عليكم ولا كون باغي ندخل مطاس الحوايج لي بون سوربريز نظن باش نزري ورا دا صوت كما راشد دينا لا سيونس كوساكي صافي المواد مارس مارس عندنا كنت بروغراماسيون نخدم من دوفا ساكي ديمونش 12 ماي ثاني دو ساكي تعادوا لاش توصل دابا قلت انا مرتي مازال كارزات مازال الخير كارزات لا تصلح شي بلاد ولا يا دو ولا من الورز برافو ترجي عمرك تسجل تاع